La présentation de cette émission spéciale des Rendez-vous policiers a été rendue possible grâce à la collaboration d'Infocrime Montréal et de la Caisse Desjardins des policiers et policières. Alors, Bertrand Godin, on se retrouve dans votre élément. Flotte automobile de police, cette fois-ci, c'est un petit peu nouveau pour vous. Oui, c'est nouveau. Surtout, c'est intéressant de savoir, c'est quoi les critères qui font en sorte que vous choisissez tel modèle plutôt qu'un autre. C'est sûr qu'on pense toujours à la performance d'un véhicule, mais j'ai bien hâte de voir les raisons qui vous incitent justement à choisir des Malibu ou des Grand Victoria. On a aussi décidé de vous mettre à l'essai, de vous tester, pas le pilote, parce qu'on connaît le pilote émérite que vous êtes, mais de vous tester comme policier aujourd'hui. Oh, là, j'ai toujours rêvé d'être policier. On va vous faire comparer quelques modèles aujourd'hui. Vous allez voir les différences, les pour et les contre. Puis vous nous ferez une petite grille par la suite à voir qu'est-ce qu'on devrait acheter dans le futur. Évaluer les autos, c'est ma vie. Bon, on parle auto. Et justement, on a le responsable du parc auto qui est devant. Monsieur Lompré, enchanté. Merci, enchanté moi aussi. Hey, ça me fait plaisir. Ça a cogné dur ce matin? Une petite surprise qu'on a eue ce matin qui n'était pas prévue. Un petit accident, une poursuite cette nuit. On est chanceux, pas de blessés graves, donc juste de la tôle. On va évaluer ce matin qu'est-ce qu'on va faire avec le véhicule, dépendant de son kilométrage, l'année d'achat, tout ça. Avant, après, c'est quoi la fréquence d'accidents qu'on peut avoir? On en a quelques-unes par semaine. Je dirais pas nécessairement une par jour. On a des périodes, évidemment, comme tout le monde, l'hiver, début de la neige, des petites périodes de verglas, tout ça, où est-ce qu'on va en avoir plus que d'habitude. Mais règle générale, quelques-unes par semaine. De cette ampleur-là, rarement par contre. Là, on parle de quelques-unes par année là, de cette ampleur-là. C'est une poursuite à basse vitesse. Finalement, il y a eu collision. Les suspects ont abandonné le véhicule et ont été rattrapés finalement. OK. Les deux occupants, nos deux policières, ne sont pas blessés gravement. C'est ce qui est le plus important. Alors, on l'a su dès le départ. Pour nous, c'est monnaie courante. On savait déjà que les policières se portaient bien. J'ai vu qu'il y avait quand même des arceaux de sécurité à l'intérieur. Oui. Donc, ça doit donner pas mal plus de rigidité au châssis. Oui, ça c'est certain. La cloison qui est dans le véhicule, il y a une armature là, tubulaire de 2 pouces partout. Ça nous donne l'équivalent un peu d'un roll bar qu'on va voir en course automobile des fois. Et dans le passé, on a vu plusieurs accidents, surtout latéraux, où est-ce qu'on était persuadé que la sécurité des occupants a été maintenue grâce à cet arceau-là, parce que ça empêchait l'écrasement du véhicule. Dans le passé aussi, des autos qui ont carrément fait du toit, là, qui ont fait des tonneaux aussi, où est-ce qu'on n'a pas eu de blessures graves parce que le toit s'est pas écrasé avec cet arceau-là. Fait que non seulement c'est un élément de sécurité pour le policier, pour empêcher les détenus à l'arrière d'agresser le policier, mais dans le cas d'impact, d'accident, on est persuadé que ça a sauvé des vies ou des blessures importantes, là. Ça a frappé solide. Non, ça a frappé solide, puis ça fait très centre, ouais, c'est ça. Des fois, c'est mieux parce que l'énergie est absorbée. Premier véhicule de police qu'on a eu à Montréal, 1913. OK. Faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait aucun policier avec un permis de conduire. Alors, c'était des chauffeurs qui étaient embauchés par la Ville de Montréal qui conduisaient les véhicules. Véhicules qu'on va retrouver un petit peu comme des fourgons, comme ici. Aïe aïe. Et on a une belle photo, je vais vous retrouver, où on voit le conducteur du fourgon. Puis si on est attentif, on se rend compte qu'il n'y a pas de badge. Il y a une badge de chauffeur. J'imagine que vous avez des assurances qui couvrent les dommages? Non, on n'a pas d'assurance. Un car de police ou une grosse flotte automobile comme ça, ça représente un risque trop grand pour une compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance assure un risque. Alors, nous, on fonctionne avec le principe un petit peu d'auto-assurance. La Société d'assurance auto nous émet un certificat, une attestation de solvabilité. On est, dans le fond, auto-assuré. On s'occupe de nos propres problèmes qu'on a avec nos véhicules. C'est les payeurs de taxes qui... Exactement, c'est le contribuable qui paie pour ces dommages-là, puisque c'est eux autres, par extension, qui nous donnent notre budget. On va faire attention aux voitures patrouilles, on vous le garantit. Donc, je suis mieux de faire attention aujourd'hui lorsque je ferai les essais. Oui, si vous les vérifiez, c'est tout le monde alentour qui va le payer. Mais ça, M. Godin, c'est à la clause de votre contrat. Là. Toutes les dommages que vous causez, on vous les charge. OK. Dans un cas comme ça, s'il n'y a pas de dommages au châssis nécessairement, on peut avoir un véhicule d'année équivalente où on va carrément venir couper le véhicule puis on va faire réparer
comme on n'a pas d'assurance, on est obligé à un moment donné de faire des choses comme ça. Tout est récupéré au moins. Oui. Puis si on décidait, lui, de le mettre au rencard, parce qu'on décide que c'est une perte totale, bien, là, à ce moment-là, on va utiliser les portières, toute la tôlerie, le mécanique qui est bon, on va l'utiliser, nous autres, pour réparer nos véhicules par la suite. Alors, la particularité, c'est ce qui est diffusé, ce qu'on voit, l'affiche qu'il y a dans les mains des deux policiers. C'est comme un quiz, mais vous gagnez vraiment rien. Attends un peu, là. C'était la fréquence sur laquelle les appels étaient diffusés, le poste de radio qu'il y avait dans le véhicule, Université, UN. OK, donc c'était encore Radiopolis. Absolument, Radiopolis, les appels étaient diffusés sur cette fréquence-là. Donc ça a duré longtemps, Radiopolis? Oui, c'était long. Alors, contrairement à ce qu'on a aujourd'hui, c'était pas un système qui était bidirectionnel, et c'est pour ça que ça s'appelait radio. C'est-à-dire que les répartiteurs diffusaient l'appel, mais les policiers ne pouvaient jamais rentrer en contact avec le répartiteur. C'était comme une radio d'auto où on écoute les appels. C'était unidirectionnel. C'était unidirectionnel seulement. Donc l'entretien se fait ici aussi? Non, l'entretien ne se fait pas ici. L'entretien des véhicules est fait à l'extérieur dans les garages privés. Ah, OK. On a une équipe de mécaniciens diagnostiques. On les voit pas parce qu'ils sont sur la route. Ils commencent à 7 heures le matin. Ils se promènent avec un véhicule dans lequel ils ont des pièces, rattachées au système d'urgence que les autoparts ne vendent pas à nos garages. Mais c'est des garages privés qui ont eu une enquête de sécurité. Bon, on s'assure que le personnel qui travaille dans ces garages-là, c'est du personnel recommandable. Ils ont notre équipe de 9 mécaniciens diagnostiques en support pour les aider à poser des diagnostics sur justement tout ce que nous, on rajoute. On parlait tantôt du système d'interruption de ralenti, gestion du voltage, tout ça, c'est pas des choses que les garagistes sont habitués de travailler, donc ils ont besoin de support. Mais nous, ces gens-là se promènent, sont partout parce qu'on est à grandeur de l'île de Montréal. C'est pas seulement que la ville, mais c'est l'île de Montréal au complet. Et puis, ils vont s'assurer que les travaux sont faits de façon correcte. Nous, on est mandatés par la SAC sur le programme d'entretien préventif. Alors, on a des barèmes à respecter. Nos mécaniciens s'assurent que c'est respecté selon les règles pour un véhicule d'urgence et puis contrôlent la qualité des travaux qui sont effectués. Nous autres, l'atelier ici, puis tu me parlais de l'entretien, on le fait pas parce qu'on n'a pas l'espace, on n'a pas le personnel, c'est pas qu'on n'aimerait pas le faire. C'est quelque chose qu'éventuellement on pourrait peut-être débattre, mais ça pourrait être intéressant. Alors, avec les espaces puis le personnel qu'on a, on s'est concentré sur l'aménagement de nos véhicules, parce que c'est ce qui fait la différence entre un véhicule ordinaire et un véhicule de police, beaucoup, c'est au niveau de la sécurité des policiers. Donc, il faut qu'il soit vu, faut respecter l'ergonomie d'un véhicule. Nos policiers passent des longues périodes dans ces véhicules-là. On peut pas juste poser des pièces d'équipement n'importe où. On le doit composer avec les coussins gonflables qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui. Alors, il faut penser à disposer ces équipements-là de façon sécuritaire. Alors, c'est ce travail-là qu'on fait ici. On n'est pas prêt à remettre à un tiers à l'externe la sécurité de nos policiers puis la visibilité qu'on donne à nos véhicules. Alors, nos véhicules, on les reçoit ici. On le verra tantôt dans le parc à l'extérieur. Véhicules blancs. Dans la plupart des cas, ce sont des véhicules qui portent l'appellation Ensemble Police, qui a été certifié soit par le Michigan State Police ou pour la côte ouest, le LA County Sheriff, qui fait le même travail. Ils ont les mêmes normes. Ils font des essais de freinage, d'accélération, de réponse dynamique du véhicule pour dire oui, ce véhicule-là peut être utilisé en travail de police de première ligne. Parce qu'il faut faire une distinction, répondre aux appels en première ligne, on a de la conduite d'urgence, il y a du travail de support qui est fait ensuite. Arrivent nos minivans. On ne fait plus de travail de police de première ligne avec des minivans parce qu'elles sont pas dans Ensemble Police, mais on va faire du travail de support. On va avoir le superviseur qui va arriver sur la scène, il y a plus d'espace, il peut mettre plus de matériel dans son véhicule, mais on fait pas de conduite d'urgence avec ces véhicules-là. Un des premiers fourgons, justement, celui-là, ici. Juste pour le partir, là, dans un cas d'urgence, là, et ça devait tourner à manivelle assez rapidement, merci. L'hiver, là, ça devait pas être commode à faire démarrer ces véhicules-là. Ça devait pas arrêter souvent. Non. Quelques véhicules qui avaient été achetés à l'époque, je pense qu'on a eu 4 ou 6 fourgons au tout début, mais la majorité des policiers à Montréal étaient à pied. Est-ce qu'on en a encore des policiers à pied? Absolument. On a toujours des policiers à pied. Ça fait partie d'une des priorités du service. Alors, chaque policier doit effectuer un minimum d'heures de travail à pied. Alors, dans chaque secteur sur l'île de Montréal, vous avez des policiers à pied. Elle a l'air, vous êtes discret, vous? Oui, très discret. Non, mais c'est génial parce que, bon, c'est une voiture banalisée, mais
quand même décoré. Oui, c'est surtout le côté sécuritaire, avec les bandes réfléchissantes comme ça. Le soir, j'imagine que c'est assez visible. C'est très visible. Les phares de véhicules réfléchissent beaucoup sur ça. C'est ce qu'on voit d'ailleurs le plus le soir. Il est à l'essai depuis un mois. Et puis comment ça se passe? C'est fabuleux. Les gens restent surpris? Les gens me voient quand ils sont rendus ici. Quand ils sont à côté de moi, là, ils me voient en patrouille. Puis si je suis dans une intersection, les gens voient rien. Donc, aérodynamique, efficace. C'est aussi efficace que les gyrophares sur le toit? Ben, je dirais qu'à cette hauteur-là, les gens le voient très bien. Parce que ça, puis en plus, ils sont plus lumineux que les gyrophares utilisés normalement sur les véhicules de patrouille. C'est brillant d'avoir pensé à lettrer discrètement une voiture banalisée. Ben, c'est le côté sécurité ici qui était important de garder. Puis avec les bandes réfléchissantes comme ça, ben, c'est très efficace. Juste de mentionner que M. l'agent Matet est à la circulation. OK. Donc, Alors, c'est une spécialité. Ce véhicule-là est dédié aux policiers qui travaillent à la circulation. dans le cas des infractions, est-ce qu'on retrouve plus la vitesse, les feux rouges? Moi, ce que je vois à Montréal, le danger, c'est les feux rouges, les intersections. Les accidents sont latérales. Alors, blessures importantes normalement. La vitesse, oui, en la diminuant, ça va inciter les gens à faire plus attention aux feux rouges, aux zones de parc, zones d'école. Mais je dirais que les problématiques, c'est les feux rouges à Montréal. S'il y avait une chose à recommander aux automobilistes, ce serait quoi? Quel conseil là, vous donneriez? D'être très prudent, parce que c'est leur sécurité. Le système qu'on utilise au Québec est basé sur le respect de tous. Du Code de sécurité routière fait la sécurité de tous, dans le fond. C'est une Renault, ça? Ah! OK, vous avez gagné la moitié. À cette heure, il faudrait finir une Renault... R8? Une Renault 4. Une Renault 4? Aïe aïe! Véhicule qui arrivait de France. Ouais. Les policiers ont passé près d'un mois là-bas. C'était des véhicules de police jeunesse. Alors, les policiers, en échange, ont passé près d'un mois en France pour voir comment les policiers travaillaient la jeunesse là-bas. Et au retour, ils ont rapporté des véhicules, justement, des véhicules Renault 4. Qu'on avait, véhicules de police jeunesse. Alors, c'est des petits véhicules. Vous savez, aujourd'hui, on voit des fois des Volkswagen Beetle, des petits véhicules comme ça qui sont utilisés par les services de police pour faire un petit peu plus jeune, et on pense que c'est tout nouveau. Mais dès l'époque, dans les années 60-70, il y avait ces petits véhicules-là qui étaient utilisés aussi. Donc, c'est un concept-là qui date déjà Ça remonte de depuis quelques longtemps. années. Aïe aïe, c'est bon, ça. Si on regarde le matériel d'identification, la bande bleue, c'est une bande bleue de 4 pouces de large. Elle est réfléchissante. Par contre, si on regarde comparé à ce qu'on a évolué, on est arrivé en 2006 avec ce type-là de lettrage, l'autre à côté. On avait capitalisé, nous autres, cette année-là, sur le changement du Chevrolet Impala pour arriver avec un nouveau design. La contrainte que j'avais à ce moment-là, c'est que j'avais budget zéro pour augmenter la sécurité du véhicule. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour le même montant qu'on avait pour équiper en bande bleue celui-là, on a agrandi la bande pour avoir un peu plus de matériel réfléchissant. En 2008, avec des représentations qu'on a fait, on a réussi à démontrer qu'il y avait une augmentation de la sécurité avec ça. Et puis, on est allé chercher des budgets supplémentaires qui nous ont permis d'arriver à cette version-là, où est-ce qu'on a beaucoup plus de matériel réfléchissant. C'est exactement ce qu'on voyait tantôt sur notre véhicule semi-identifié. Oui. Le matériel blanc qu'on voyait, dans le fond, c'est le matériel réfléchissant brut. Une fois, si on n'a pas appliqué de couleur, le matériel réfléchissant qui est en dessous du film bleu, c'est ce qu'on voyait tantôt. C'est ce qui fait que c'est beaucoup plus performant, le blanc, parce qu'on ne vient pas mettre un filtre par-dessus. C'est un matériel qui est appelé Night Light. De nuit, les phares d'un véhicule vont faire réfléchir ce matériel-là de façon importante. Par contre, de jour, c'est sûr que c'est beaucoup plus visible quand on a la couleur bleue. Oui, surtout que là, il y a 2 tons de bleu. Oui, on mettait 2 tons de bleu pour mettre l'accent sur le... Parce que le service de police a modifié son logo. Hein. L'ancien logo qui a existé jusqu'en 2006 a disparu. Puis on est arrivé avec l'étoile qui était déjà présente, par contre, dans notre ancien logo. On avait des véhicules qui étaient bleus et blancs, et non pas blanc et bleu. Ça, c'est jusqu'à des années 70 où on a fait le changement, la transition pour les véhicules tout blancs, qui étaient plus visibles, qui est honnêtement beaucoup moins cher aussi. Les standards au niveau des automobiles ne sont pas redéfinis, là. Mais c'est jusqu'à tout récemment, c'était dans la loi de police, c'était inscrit comme ça, les véhicules devaient être bleus, identifiés blancs. Et là, aujourd'hui, c'est qui décide justement de la décoration des véhicules? Il y a un projet qui a été initié par le gouvernement du Québec au niveau de la sécurité publique et c'est pas terminé. Ils sont en train de redéfinir tous les standards de l'automobile, des uniformes des policiers, la forme des logos, tout ça. Mais c'est un travail important à faire. Il y a beaucoup de corps de police qui sont touchés par ça.
Mais c'est pas terminé. Puis l'École nationale de police à Nicolette est un joueur important dans ce nouveau projet-là qu'ils sont en train de mettre sur pied. Parce qu'on parle justement de décoration de véhicules. J'imagine que les critères numéro 1, c'est la visibilité, la sécurité. Maintenant, oui, quand on a passé aux véhicules blancs identifiés bleus, les véhicules étaient achetés blancs, mais on peinturait une bande bleue sur le véhicule. Donc, c'était juste un contraste de couleur. L'identification avec du matériel réfléchissant à Montréal est venue au début des années 90 seulement. Jusque dans le début des années 90, si je me trompe pas, c'est avec l'arrivée du Chevrolet Caprice un petit peu rond en 91 qu'on a commencé les premiers avec du matériel réfléchissant bleu qui était apposé sur le véhicule blanc. Auparavant, l'année modèle précédente, on avait aussi des Chevrolet Caprice, l'ancien modèle carré, 90, qui était encore blanc, peinturé bleu. En avez-vous des voitures neuves, là? Voitures neuves? Oui, voiture neuve. Eh là là! Et là, oui, une très belle voiture. C'est très large pour les grandes personnes. Et puis, c'est ça, le dernier équipement dernier cri. Flèche pour les raisons de sécurité, santé, sécurité au travail, pour les voies rapides. Autant les agents de circulation régionaux que les agents de circulation dans les postes. Et ça, vous avez vu une grosse différence en matière de sécurité? C'est beaucoup plus visible et puis c'est plus sécuritaire. Est-ce que ça paraît sur la conduite du véhicule lorsque Oui, ça fait un silement. Elle va passer 50-60 km, ça c'est le vent. On entend le vent. C'est surtout ça qui fait ça, qui bouge. Ça, c'est assez léger. Je pensais que c'était plus lourd que ça. C'est léger. Si on peut l'essayer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de partir alors qu'il était encore debout? La minute que les gyrophares sont en fonction et qu'on embraye la circulation, la flèche baisse. Ah, c'est bien. Donc, c'est pensé. Hey, il pense à tout, hein? Les différentes formes de sirène. Et ça, qu'est-ce qui t'intéresse, c'est la flèche. Alors, si on veut fonctionner, on parque auxiliaire, la flèche et la direction congrue, disons, du côté gauche. La flèche est en train de monter, on l'entend pas. Et puis, oui. Est-ce qu'on peut voir la flèche? Aïe, aïe. On peut les voir. C'est une bonne hauteur, en plus de ça. On veut voir de loin. Et puis, c'est ça. Si on veut changer la direction ou la mettre seulement la mettre en fonction, montrer que la route est vraiment bloquée. Ça, c'est sur les autos de 60, sur les zones de 70 km et plus, c'est obligatoire. C'est pour ça maintenant que la Sûreté du Québec ont pratiquement tous des véhicules avec des flèches. Et puis nous, sur les artères, donc Christophe Colomb, Papineau, Saint-Denis, Ville-Marie, n'importe quelle grande intersection. C'est toujours une fermeture de voie, fuite d'essence, fuite d'eau. N'importe quoi. Là, cette voiture-là fait la circulation, mais aussi vous êtes équipé pour justement amener des gens au poste. Les voitures sont toutes standards. Là. Okay. C'est parce qu'à un moment donné, le parc auto fait la rotation des véhicules avec le kilométrage. Et puis, c'est pour ça que la raison pour laquelle ils mettent les barreaux. Ça en fait des trous sur le toit quand même, quand on calcule ça. Là, ça... Il faut que ça soit bien scellé parce que ça... Oui, ça prend le silicone. Oui, on veut voir les moteurs là-dessus. 11 000 km, 11 000 kilos. Ah, eh là là. Ouais, ça c'est du V8, hein. Il est propre. Ouais, pis il est quand même bien positionné le moteur là-dessus parce qu'il est pas trop en avant de l'axe des roues, fait que ça donne quand même un bon dynamique, j'imagine, une bonne dynamique en entrée. Un impact frontal, on est protégé. Trouver ce qui est surprenant sur cette photo. Ce qu'ils te font? Et à côté de... Hein? Ben oui, en moto l'hiver. Les motos sont utilisées à l'année longue. OK. Et avec un sidecar, une caissette de côté comme ça. Et on mettait une chaîne sur les motos sur la roue arrière. De tous les véhicules qu'on a pu connaître. Celui-ci est particulier. Celui-là aussi est particulier. Parce que ça, Votre premier véhicule, ça? oui, j'en ai eu un. Ça c'est 1977 à peu près. Celle-là, c'était-tu 112? 112? 113. Ben c'est ça, j'ai eu un Plymouth Fury Sport 1977. Oh. Malheureusement, il y avait des problèmes de tenue de route à 170 km/h. Et Mais puis il s'est jamais rendu à cette vitesse-là. c'est là que j'ai compris que la vitesse n'était pas fait pour la route, que je me suis lancé à la course après, mais j'ai eu cette auto 9 jours de temps. Et là, 9 jours! 9 jours. C'est Les plate. 9 plus beaux jours que vous avez vus. C'est plate de payer une voiture quand on l'a plus. Hein. Alors Bertrand, ce matin, on vous a démontré nos véhicules.
les avez vus, mais là, c'est beau de les regarder, mais il faut les essayer. Alors, on vous invite à la deuxième partie. On se rend à Mirabel, l'aérogare de Mirabel, le secteur industriel. Et là, ce qu'on va faire avec un de nos formateurs sur place, on va pouvoir vous faire tester, essayer les différents véhicules de police et faire un parcours pour nous qui est un parcours pour les policiers spécialisés. Je pense que vous allez apprendre des belles choses. Il n'y a pas de compétition. OK. Cependant, ce qui est en jeu pour vous, c'est la même chose que chez nous, c'est-à-dire c'est votre job. Oh. Alors, si ça va bien, ben, peut-être qu'on pourra avoir un travail pour vous éventuellement. Bon, on va essayer que ça aille bien. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Vous? Oui, J'aurais besoin de voir vos pièces d'identité, s'il vous plaît. absolument. Ici, c'est quand même des grands espaces. Puis la raison, c'est pour ça qu'on a fait l'approche aussi ici. Lorsqu'on parle de piste d'atterrissage, mais c'est un revêtement qui est impeccable, Oui, mais qui est adhérent aussi. qui est adhérent, mais qui est très droit aussi. Et là, tous les policiers reviennent passer des examens. Non, ou vous êtes des- vraiment des- privilégiés. Là, c'est pas la majorité des policiers qui viennent ici. OK. C'est seulement les policiers de certaines sections spécialisées qui vont faire de la conduite automobile dans des situations plus extrêmes, qui doivent venir ici pour se requalifier, faire des examens de conduite. L'ensemble des policiers, il y a un examen, je vous dirais, de base. Mais vous, on a regardé quand même votre CV un petit peu quand on a étudié votre candidature. Et on s'est dit qu'on devrait monter le niveau un petit peu, fait qu'on y va un petit peu plus élevé. Mais vous ne ferez pas de slalom au travers des avions, ça je vous le garantis. OK. Je vais vous rassurer, vous voyez, il n'y a pas d'ambulance sur place. Oui, Il y a nous avec les premiers soins, mais il n'y a pas d'ambulance. Donc, on n'a pas prévu nécessairement que ça irait mal. Là. OK. Là, on s'en va dans le Chevrolet. Non, c'est un RAM. Ça, c'est un véhicule qui était à l'essai, OK. qui est une ambulance. Vous savez les policiers de Montréal faisaient l'ambulance. Vous faisiez les deux? Policiers ambulanciers, il y en avait à peu près 200 policiers qui étaient policiers ambulanciers, qui étaient le même style que celui-là, normalement. Là. OK. Alors, c'était des véhicules ambulanciers ou ce qu'on appelle le station. Ça, c'est dans les années 70. Ça va bien, vous? Alors, M. Godin, je vous présente notre maître formateur, Marc Verge, qui est notre spécialiste instructeur. Monsieur Godin, fait plaisir. Un plaisir pour moi. Ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine de l'enseignement de formation? Oui, merci. J'ai eu la chance d'être moniteur de conduite où j'étais policier au Nouveau-Brunswick et en 93 au service de police de la Ville de Montréal. J'ai eu la chance aussi d'être sollicité et depuis 93, je donne un coup de main. Depuis 2002, je suis instructeur à temps plein au service de police. Ça exige justement de se pencher sur la problématique que peut être la conduite d'une voiture patrouille. Oui, effectivement. Si nos policiers sont en difficulté, ont plusieurs accidents, on peut les encadrer, les rencontrer, leur donner une formation d'appoint. Et aussi, on fait des qualifications. Comme ici, sur la piste, on fait une qualification pour les sections spécialisées. Notre parcours, on fait des qualifications fourgons cellulaires, postes de commande. Tous les gros véhicules, on fait des qualifications ici. On a une structure de moniteurs de conduite, 40 policiers qui sont patrouilleurs, qui nous donnent un coup de main, font la promotion de la conduite préventive, font un très bon emploi, un très bon travail, puis ça va très bien ici avec eux autres. Si on veut la relever, c'est pour la relever. Non? C'est pour être fonctionner. Ouais, la fiabilité, effectivement. Je viens juste de parler de fiabilité. Et là? Non. Bon. Il n'y a pas de manivelle. On n'a pas de manivelle, malheureusement. Merci, Yann. Et là? Non? Au moins, elle a fonctionné une fois. T'as vu qu'est-ce que ça avait de l'air? J'espère qu'il va y avoir des coupures au montage. La Caisse Desjardins des policiers et policières est fière de souligner le travail des policiers. La présentation de cette émission spéciale des Rendez-vous policiers a été rendue possible grâce à la collaboration d'Infocrime Montréal et de la Caisse Desjardins des policiers et policières.
véhicules principaux SPVM. C'est l'Impala et le Crown Victoria. Il y en a un qui est traction et l'autre est propulsion. Alors, on a des dérapages différents d'un véhicule à l'autre, mais on fait pratiquer les deux véhicules. Parce que pour nous, les deux, c'est pas mal les deux meilleurs outils en Amérique du Nord. On est satisfait. Alors, on les fait pratiquer sur les deux. Est-ce que les aides à la conduite, vous en avez là-dessus, par exemple, l'antipatinage, l'ABS, bien entendu? Oui, on a l'ABS, mais l'antipatinage, on n'a pas ça sur nos véhicules. On a peut-être une retenue un petit peu sur, si admettons, exemple, avec un Crown Victoria, le conducteur pèse trop à fond, on va avoir une petite retenue. Mais s'il est dans le fond, l'antipatineur ou le petit retient, il va abandonner, il va dire, OK, tu veux patiner, vas-y. Mais on a l'ABS sur nos véhicules. Très important. Moi, je pense que tous les citoyens devraient avoir l'ABS. Je peux vous faire une belle démonstration tantôt. Ah ben certain, je veux. Ça va me faire plaisir. Vous, j'ai rien à vous montrer, par exemple. On a toujours à apprendre en compte. Les gens vont aimer ça, je pense. La différence avec et sans ABS, comment qu'on peut éviter un obstacle. On va prendre sans ABS. L'auto tourne pas. Ouais, ça. OK, ça, vous le savez, évidemment. Alors, la différence, l'ABS, c'est que si on freine, on peut tourner et éviter l'obstacle. Yes. On a bien senti l'obstacle. Ah ouais, on le sent. C'est ça. Ouais, on sent Le réflexe normal d'un conducteur, c'est justement de fermer les yeux, de pousser à fond le frein, puis instinctivement, ils vont tourner. Alors, avec l'ABS, ils vont y aller, ils vont tourner. Alors, mais c'est ça, la plupart des automobilistes n'ont pas la chance de vivre vraiment des freinages d'urgence régulièrement. Tout à fait. Donc, ils ne sont pas aptes à le contrôler lorsqu'il n'y a pas d'ABS. Exactement. Sans ABS, les gens freinent, tournent instinctivement, mais l'auto ne répondra pas. Il va continuer en ligne droite sous vireur. Il va frapper l'obstacle devant eux. Avec ABS, ils vont avoir le même réflexe. Oh non, je vais le frapper, freine au maximum. On tourne le volant instinctivement. Si vous recevez une roche d'en face, dans la figure, vous allez vous tasser. Alors, vous allez faire le même geste. L'auto va répondre. Ah, comment j'ai fait? Mais si vous n'avez pas d'ABS, ça, c'est le gros avantage de l'ABS. Vraiment. On enseigne ça en conduite hivernale. Tu peux éviter un obstacle, puis on développe le réflexe chez nos policiers, nos policières, de vraiment éviter l'obstacle. Puis c'est faisable. En conduite automobile, on apprend tous les jours. Ah ben, moi, j'ai pas l'impression de vous en apprendre. Moi, je pense que conduire une voiture de course, c'est plus facile que conduire une voiture patrouille parce que on anticipe tout, hein. On sait, on connaît notre parcours, on connaît les zones de dégagement, on connaît nos adversaires. Sur la route, il y a tellement de problèmes qui peuvent arriver de partout. Donc, c'est quoi le premier truc là, que vous apprenez à vos conducteurs, à vos policiers? Simple, hein? Très, très simple. La prévention. La conduite préventive, la base, c'est très simple. On insiste sur le conducteur. Nous, on a diminué nos accidents de 100 par année dans les 3 dernières années parce qu'on insiste sur l'individu. C'est quoi toi? Exemple très concret, un policier qui a beaucoup d'accidents, c'est pas parce qu'il ne sait pas conduire, peut-être qu'il a des problèmes personnels. Il est en train de vivre un divorce. On est tous des êtres humains. Puis je vous dirais que justement, les êtres humains font des erreurs. Alors à ce moment-là, on corrige l'aspect psychologique. On travaille avec l'Université de Montréal qui nous donne un bon coup de main là-dessus, la conduite préventive. C'est de retenir nos jeunes policiers, de leur dire, oui, tu vas aller à l'appel, mais prends ton temps, là, analyse bien ton appel. Et la sécurité des gens est primordiale. On a toujours des surprises en milieu urbain. Dans ce sens-là, c'est dangereux, oui. Ça s'appelle gérer. Prends ton temps, mais dépêche-toi. Oui. Les policiers connaissent ça. Prends ton temps, mais fais ça vite. Ouais. Mais il y en a qui font des gaffes, puis on leur dit, regarde, c'est quoi la presse, là? On analyse bien nos appels, on prend la peine, on a un chapitre dans nos manuels, on fait des manuels, on a un chapitre qui analyse juste l'appel, on demande c'est quoi pour toi un appel urgent. Non, c'est pas urgent. Est-ce que c'est vraiment urgent? On fait vraiment la différence. Le caractère bouillant d'un policier, d'une policière, c'est de vouloir faire sa job, puis ça peut lui nuire en conduite. Puis quand on parle de ça, puis qu'on répète ça à nos policiers, ils disent « OK, lui, c'est de quoi il parle. » Parce que j'ai été patrouilleur 23 ans, j'ai été pris moi-même dans ces pièges-là de vouloir aider les citoyens, de vouloir bien faire mon travail, mais de me dire « Hey, Marc, wow. » Alors, on le transmet à nos jeunes policiers. Ils comprennent parce que ça fonctionne. On a diminué de 10-12% chez nos jeunes policiers. Ça veut dire apprendre à se conduire avant de conduire. Tout à fait. C'est bon pour les policiers, c'est bon pour les citoyens. Les policiers, on est des êtres humains. On fait les mêmes erreurs que les citoyens. Alors, on essaie d'être au top.
Génial, Marc. On fait des courbes, le policier passe 4-5 fois dans la courbe, et à un moment donné, on change la courbe sans lui dire. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il s'en sorte pareil. Oh, oui. Alors, exemple, vous dirigez vers un poteau. Alors, si vous frappez le poteau de côté, vous êtes bien plus en danger, vous êtes moins protégé. Alors, ce qu'on dit, frappez, essayez d'éviter le poteau, passez entre les deux, ou encore, frappez-le en plein front. Le véhicule va mieux absorber, puis la ceinture va jouer son rôle, le ballon va jouer son rôle. Malheureusement, des policiers américains qui sont décédés, canadiens, québécois aussi, parce qu'ils ont frappé de côté. Je pense à un jeune policier de 21 ans. Il a sorti les roues de droite un petit peu trop sur la courbe. Et puis, malheureusement, il a perdu le contrôle, puis il s'est tué directement sur le côté, sur un arbre. Donc, on s'est enroulé. Le véhicule patrouille est aussi faible sur le côté qu'un véhicule, mis à part la cloison qu'on a, qui va aider un peu. La psychologie de la conduite, que ce soit bon pour monsieur et madame tout le monde, que pour les policiers, c'est de voir tous les scénarios inimaginables pour justement qu'on ait l'information d'imprégner dans notre cerveau pour justement faire le geste lorsque le moment viendra. Exact. Vous avez des portes de sortie en conduite automobile? C'est la même chose. Le conducteur, il doit toujours être bien concentré. Évidemment, s'il mange sa sandwich ou s'il est sur le cellulaire, on comprend. Mais il doit toujours être concentré. C'est un travail qui est difficile, qui demande beaucoup d'attention. Alors, il y a toujours une porte de sortie. Il y a quelqu'un qui le coupe, il est surpris, il va rentrer dedans. Mais par contre, il dit, est-ce qu'il va me couper? Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il me semble qu'il ne sait pas. Oups! Ah, j'ai bien fait, regarde, je me suis tassé à gauche, j'ai vu qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas personne dans mon angle mort, alors j'ai pu me tasser. On est comme dans une tour, hein? On doit toujours savoir qu'est-ce qui se passe en entour de nous. 90% des accidents sont évitables. Puis, quelqu'un qui conduit un véhicule de patrouille, comme si c'était un véhicule flambant neuf, qui lui appartenait, puis qui vient de payer 55 000 $, et il fait attention. Alors, on dit à nos policiers, si tu veux être préventif, fais comme si c'était ton véhicule, et ça fonctionne. Alors, messieurs, on va vous suivre dans un deuxième véhicule. Alors, Marc, Bertrand, on te laisse au bon soin de Marc. Jusqu'à présent, je te dis, il n'y a eu aucun accident cette semaine. Non, là, il est bon pour un par semaine. Là, fait on est comme dû. À vie, mon cher ami. Une collision à vie. C'est ça, moi j'ai plusieurs vies. Fait que je vais aller dans mon véhicule, on vous suit. Peut-être qu'on va se revoir. Oui, on l'espère. Devant, j'imagine? Oui, on passe ça du devant, on s'en va à gauche. Parfait, quand t'es prêt. Je viens de perdre un petit point. On n'est pas parfait. Okay. Alors, panique pas, ça t'arrive, reste droit. Et ce qui est important, c'est de sortir tranquillement pour pas être trop brusque. Ici, on a un évitement, il y a quelqu'un qui va dire gauche ou droite. Ici, on a une courbe décroissante devant nous. Et on arrête le chrono ici. 2 minutes 10, 2 minutes 30. Normalement, j'ai réussi, sauf que j'ai accroché un petit compte. Ça peut arriver. Alors, on a fait le parcours. Normalement, ça se fait en 2 minutes 10, 2 minutes 30. Si les gens passent 2 minutes 35, on va enlever un point. S'ils accrochent un ballon, c'est 2 points. Ce que je vous suggère, on peut mettre notre futur policier à l'essai une première fois dans ce véhicule avec sirène tout à fait. Intérieure. Tout à fait. Par la suite, on ira avec un véhicule pleinement marqué. Parfait. On va jouer au départ. Là, je sais au moins quel est le circuit, fait qu'on va être capable de rester en parallèle correct. Excellent. Je ne connaissais pas vraiment là, ton... Oui, c'est ça. C'est bon. Excellent. Je peux vous dire que quand un conducteur est seulement compétitif chez nous, on n'aime pas ça. S'il veut juste battre le chrono, on n'aime pas ça. Laisse faire le chrono. Nous, on va mettre très calme, doux avec le véhicule, pas stressé. Si le policier, par contre, ça se peut arriver qu'il batte le chrono, on va écrire très bon, bonne technique, en autant qu'il ne soit pas surconfiant. Parce que des fois, ils partent, puis moi, je suis bon, puis là, ils ont des accidents. Oh, oui, mais... On est des humains. Oh, oui, c'est pour ça qu'il faut toujours se remettre en question. Oui, tout à fait. Avec tout l'équipement que vous embarquez sur le véhicule, ça représente combien de poids de plus qu'un véhicule normal?
Ben, le poids qu'on rajoute au véhicule, ça, c'est pas si important que ça finalement, parce que mis à part la partition qui, elle, doit peser peut-être, je dirais quelque chose autour de 75-80 livres. Le reste des pièces d'équipement qu'on va rajouter, ben ça, c'est les fabricants aussi qui ont embarqué là-dedans. Les font avec des composantes beaucoup plus légères. Si on regarde le gyrophare de ce véhicule-là, on recule il y a 10 ans, les gyrophares avaient un fond en acier ou en aluminium très épais. C'était beaucoup de pièces métalliques. Maintenant, toutes les composantes sont en plastique, en polymère, même les pattes qui viennent l'asseoir sur le toit du véhicule depuis quelques années sont en plastique. Donc, on a allégé beaucoup parce qu'on doit vivre avec le fait que nos fabricants automobiles font des véhicules avec des plus petites cylindrées pour répondre aux besoins. Alors, on rajoute peut-être quelques centaines de livres dans le véhicule. Ça n'a pas beaucoup plus d'impact que dans un véhicule ordinaire quand on vient ajouter 2 personnes à l'arrière. On vous avait prévu une journée bien occupée. Mais on voulait quand même avoir un petit challenge et on vous avait prévu une surprise. Alors, on a un autre coureur automobile qui va venir faire les tests pour la police de Montréal. Jacques Villeneuve va être avec nous d'ici quelques minutes. Mais il n'y a pas de compétition, là. Nous, on veut tous vous embaucher. Il y a de la place dans nos rangs. Aucune compétition. On sait qu'en coureur, des fois, il y a des compétitions. On ne voulait pas qu'il y ait du bumping de char. C'est quoi ça, la compétition? Je pense que vous vous nourrissez de ça au déjeuner. Alors, je vous laisse avec notre formateur. On retourne dans le véhicule. On fait le trajet avec ce véhicule-là. Avec la sirène à l'intérieur. Absolument. On en a parlé en début de journée, le petit tunnel qui va se créer, le stress de la sirène, c'est ce qu'on va essayer de voir avec vous. Good. Par la suite, ça va être les autres véhicules lettrés. Bon, quand on est ici, je suis ici avec... on a 40 moniteurs de conduite qui font la promotion de la conduite préventive dans les postes de quartier. C'est des policiers et policières patrouilleurs. Alors, eux autres, ils viennent ici, puis ils nous donnent un coup de main justement pour le parcours, nous placer les cônes. Ouais. Ils font les signaux gauche-droite, parce que tantôt, je vous ai dit gauche-droite, mais on a un policier qui est à l'autre bout. Véhicule, je vais vous dire... Droite. Excellent. Excellent contrôle. Cap chrono. Félicitations. Ça va, toi? On est dans la police. Ça va? Ça va, gentil. Tu y arrives? Non. Je vais y arriver, toi. Toi, ça roule? Ah oui, c'est le fun, c'est excitant. Oh, oui, non. C'est bien différent. C'est bien différent. Ça va ça. On rejoint là-bas, un débrief, on change de véhicule. OK. Oui. On va y aller avec l'Impala. OK. Votre première étape pour devenir policier. Donc ça protège beaucoup, c'est très bien. Oui, c'est très sécuritaire, comme on peut voir. M. Godin va très bien jusqu'à là. Parfait. Alors, on va terminer le test avec M. Godin pour voir s'il s'est retrouvé un nouvel emploi. Moi, je suis sûr que vous l'avez. Ben c'est clair pour moi. Comme je disais, ce qu'on enseigne, c'est dans la pratique ou dans les tours de pratique, on veut qu'il soit proche de 100%, même 101, 102, là, à la limite du dérapage. Puis, dans la qualification, on veut qu'il soit à 80%, mais ça peut arriver qu'il dépasse, ça devient plus compétitif. Mais vous avez été à 100, 101, 102, et vous avez toujours gardé le contrôle. Ça, c'est l'expérience. Hein? Je suis pas sûr que je serais capable de faire ça. Je suis pas sûr. Mais c'est plaisant. C'est plaisant, puis on apprend en même temps. C'est plaisant, puis c'est... On apprend en même temps. C'est une manipulation, hein, regarder une voiture, hein, que ça soit petit, gros, agile, pas agile. Et vous êtes bon. Ah ben, ça brasse. C'est fait. Merci. On est prêt pour un autre. Ça fait plaisir. Félicitations. Alors, qualification. Qualification accordée. Là, on va changer de véhicule. On va y aller avec l'Impala. Comment ça a été le test avec la sirène? Non, c'est bien. Est-ce que vous avez senti une petite différence quand même? Ouais, t'entends moins les pneus. Petit niveau de stress un peu? Non, c'est pas si pire, ça. Non, je suis habitué d'avoir des sirènes. Non, c'est correct. Ouais, en arrière de vous. C'est vrai que vous avez mis les sirènes à l'intérieur parce que vous aviez trop de plaintes à un moment donné. Oui, pour pas déranger les citoyens. L'École nationale aussi font ça. L'école à l'Institut, à l'École nationale à Nicolette. Ils font ça. Ah, c'est bien. Sirène à l'intérieur. Dans le fond, c'est vrai que le facteur de stress monte on monte un tout petit peu.
2 coups de klaxon. C'est beau. Très, très beau. Il va bien aussi. Il est maniable. Flambant neuf. Il est maniable. Oui. Ah non, Très bon. Très bon contrôle. C'est plutôt au niveau sécuritaire et robustesse qu'on a des grosses différences. Entre autres, tantôt, on parlait du Chevrolet Impala qui, à mon avis, technologiquement, est un véhicule beaucoup plus avancé que nos autres véhicules qu'on a au niveau police. Ils ont intégré du côté un petit peu environnemental à ce véhicule-là. C'est un V6 3.9 litres qui est très puissant, mais qui a quand même la possibilité de tomber à 4 cylindres au moment où on ne le sollicite pas. Alors, il y a des capacités comme ça, même si c'est un véhicule de police, il y a déjà le fabricant a la pensée verte qui va avec. Par contre, sur le Chevrolet Impala 9C1, parce que c'est le code d'un véhicule de police chez Chevrolet, on va ajouter un refroidisseur d'huile à moteur que vous n'aurez pas sur la version civile. On va avoir un refroidisseur transmission. On va avoir un refroidisseur de cerveau-direction qui sont pas présents chez le véhicule ordinaire parce qu'on sait que ce véhicule-là va être conduit dans des conditions plus extrêmes. Donc, le liquide cerveau-direction va chercher à bouillir, le liquide à transmission, la même chose. Fait que ça, à ce niveau-là, c'est de la robustesse du côté mécanique. On va avoir aussi une suspension plus robuste. On va avoir des freins, un système de freinage plus robuste que la version civile. Puis le radiateur est souvent 1,5 fois à 2 fois plus épais qu'un radiateur standard. Mais c'est surtout au niveau de robustesse et puis de sécurité. Très, très bon. On va changer de véhicule. Lequel? Le Crown lettré, mais celui qui n'a pas d'indicatif d'appel dessus, Marc. Parfait. Le 9. Et que c'est plaisant la vie de policier. Pour se qualifier, M. Godin, nos sections spécialisées, policiers, doivent mémoriser. OK. Alors, on leur pose une question, on leur montre une photo. Et à la fin, je vais vous poser une question. Stress-mémoire. OK. Vous êtes prêts? Oui. Voici la photo. OK. On est prêt à partir. On arrête ça comme ça. Très bon. Quelle est la couleur des véhicules? Un seul est différent. Oui, le quad est jaune. Bravo, il y a eu le point. Le quad est jaune. Monsieur pourrait donner bien des leçons à bien du monde. Félicitations, on retourne à la base. OK. On fait du briefing. OK, good. C'est chaud un petit peu? Oui, c'est chaud en masse. Je veux dire, 1,50? Oui, c'est ça. 1,50. Ah, cool. Fait que c'est en bas de la moyenne. Vous autres, c'est quoi vous recherchez d'un véhicule? Le confort? Facile d'embarquer et de débarquer. Puis, c'est ça. Parce que le crâne, t'as de la place, c'est large. Et puis, il y a un trou dans le milieu, on peut mettre notre équipement, l'ordinateur, le PTV. Non, c'est... Donc, les besoins des policiers sont nettement différents des besoins de la plupart des gens qui pensent que c'est que la performance brute. C'est le bureau de travail, hein. Faut jamais oublier ça. On est 8 heures de temps dans ce véhicule-là. C'est le bureau, ça prend de l'espace. On est 2 ou solo, en duo ou en solo. Il faut de la place pour travailler, il faut de l'espace. Parce que quand t'es tassé comme dans un Impala, l'autre modèle que tu as vu avant, ben c'est restreint un petit peu, là. Bonne voiture, c'est pas que c'est pas une bonne voiture, mais restreint dans l'espace intérieur. Donc, comme nous, à la section de circulation, majoritairement des véhicules Impala, mais là, avec des problèmes de dos, de CSST, là, on a quelques véhicules Grande Victoria. C'est comme ça qu'on peut affecter. Donc, les plus grands policiers vont aller dans des Crowns. On essaye. On essaye. Le véhicule parfait de policier, ça serait quoi? Ben, le véhicule parfait, malheureusement, il n'existe pas encore.
Les policiers ont une préférence, c'est sûr, pour le Ford Police Interceptor, qui est anciennement le Crown Victoria, parce qu'il est plus gros, parce qu'il est plus spacieux. Par contre, vous demanderez au même policier, quand il y a 4 pouces de neige, comment est-ce qu'il l'aime, il va rester dans la cour, ça va pas bien, c'est une propulsion, c'est un vieux principe de véhicule. Le Chevrolet Impala, c'est un véhicule à traction beaucoup plus nerveux, beaucoup plus performant, beaucoup plus stable sur la route. Par contre, l'habitacle est plus petit. Puis je pense que ça, en Amérique du Nord, on est un petit peu en retard sur le reste du monde, sur l'habitacle des véhicules. On a tendance à, quand on rapetisse le véhicule, on laisse plus de place à l'intérieur. Tandis qu'on regarde nos voisins européens qui font de tout petits véhicules, mais tu as de la place pour la tête, pour les épaules. Nous, si on rapetisse le véhicule, on figure qu'on a rapetissé les gens à l'intérieur. Pour moi, demain matin, si une compagnie m'arrivait avec un véhicule hybride, avec un moteur diesel 4 cylindres performant, avec de l'espace à l'intérieur, je serais content. On aurait quelque chose d'assez performant et d'assez utile. Chevrolet s'en vient avec la Volt. Oui, Chevrolet avec la Volt, c'est un pas dans la bonne direction. Oui, absolument. Ici, on verra une voiture patrouille Volt bientôt. Peut-être, si on travaille sur l'intérieur, oui, sûrement. Monsieur Godin, on arrive à la fin de nos tests. Premièrement, comment vous avez aimé ça? Ah, j'ai adoré ça. Écoutez, quand il y a un volant, des roues et puis des trajectoires précises, moi j'ai adoré le parcours. Je trouve que c'est très formateur. Écoutez, c'est pas une conduite de course, mais ça demande beaucoup de talent. Puis on voit que vous avez des bons formateurs, vous êtes bien formés, vous avez de la bonne équipement, puis vous êtes une belle gang. On voulait vous remercier beaucoup d'avoir participé à notre journée de personnalité en patrouille, de voir un petit peu le travail des policiers, le choix des véhicules de police aussi. Ah, c'est gentil. C'est cadeau. Ça fait plaisir de vous avoir. Alors, j'ai repris une partie des armes, c'est-à-dire le micro. Okay. Je reprends votre veste de personnalité en patrouille. On passe le flambeau à une autre personnalité qui va venir patrouiller avec nous. On vous dit à la prochaine. On vous suit dans Auto 1, 2, 3. On va voir sur le web. On vous lit. On vous remercie beaucoup. Puis écoutez, moi, j'ai une dernière chose pour vous. C'est les gens de la formation qui m'ont demandé de vous remettre ça. C'est pas un chèque, mais c'est notre carte d'affaires. On vous dit, écoutez, si vous voulez rentrer comme policier au service, il y a une place pour vous. On a beaucoup apprécié notre journée avec vous. Beaucoup mieux qu'une contravention. C'est pas un laisser-passer, là. Merci beaucoup, vous êtes bien gentil. Merci. Je dois y enlever un point. J'ai beaucoup aimé la technique du reculant avec la tête sortie du véhicule. Honnêtement, c'était très joli. Je voulais avoir mon Apex d'entrée de garage. La Caisse Desjardins des policiers et policières est fière de souligner le travail des